l'édition du soir en direct sur i24 News. Bonsoir à tous. On commence avec ce changement de programme. Donald Trump accélère le calendrier concernant le protocole d'accord conclu avec le régime iranien. Et c'est depuis Évian que le président américain a donc annoncé en fin de journée que la signature pourrait intervenir d'ici demain et non vendredi comme prévu initialement. On va tout d'abord écouter Donald Trump qui s'est exprimé bien sûr à l'occasion du sommet du G7. L'accord conclu avec l'Iran dimanche sera signé sous peu, demain, peut-être après-demain, je pense. D'ailleurs, nous avons envoyé une copie à Israël. Ils ont été un bon partenaire. Encore une fois, je pense qu'ils pourraient faire mieux en ce qui concerne le Hezbollah. Voilà, c'était il y a environ 2 heures. Et sans plus tarder, direction Washington, tout de suite avec Antoine Hollard, notre correspondant. Antoine, bonjour. Tout va donc très vite et apparemment, les responsables américains ont transmis certains détails de l'accord aux médias. Oui, après plusieurs jours de suspense, ça y est, on a enfin le détail de cet accord en 14 points, et qui montre bien que les États-Unis ont fait de nombreuses concessions. Alors la seule chose vraiment concrète de cet accord, c'est la réouverture du détroit d'Ormuz qui sera effective dès la signature. En échange, et pour obtenir cette réouverture du détroit, les États-Unis acceptent de lever immédiatement toutes les sanctions qui pèsent sur le pétrole iranien. Ça veut dire que Téhéran va pouvoir vendre son or noir dans toute légalité. Ça va leur rapporter des milliards de dollars par an. Et ça, c'est quelque chose de très important aussi pour Donald Trump, qui a les yeux rivés sur les cours du pétrole. Cet afflux d'hydrocarbures supplémentaires, il l'espère, va faire baisser les cours et, in fine, les prix à la pompe. C'est une promesse qu'il a faite aux Américains avant les élections de mi-mandat. La question du nucléaire ne figure pas dans ce protocole d'accord. La seule chose, c'est que ça va ouvrir des discussions pendant 60 jours pour se mettre d'accord sur les questions du nucléaire. 60 jours renouvelables si les deux parties sont d'accord. Et il y a cette idée que l'argent, finalement, va permettre aux Iraniens, on va inciter les Iraniens à faire des concessions, puisque on parle des avoirs gelés. Une partie de ces avoirs gelés pourrait être restituée avant même la conclusion d'un deal sur le nucléaire. Il pourrait être dégelé si les Iraniens sont de bonne volonté et montrent que les discussions vont dans le bon sens. Et puis, il y a la possible création de ce fonds, 300 milliards de dollars, un fonds pour la reconstruction de l'Iran. Là encore, il pourrait être mis sur pied si les discussions avancent bien. Enfin, concernant le détroit d'Ormuz, pas de péage pendant 60 jours, c'est ce que dit le texte, mais à l'issue de 60 jours, il pourrait y avoir des discussions entre l'Iran et les pays du Golfe pour mettre en place, alors on n'appelle pas ça un péage, mais des frais de service ou un droit de passage. Bref, la navigation ne sera peut-être pas complètement libre sur le détroit d'Ormuz. C'est une concession supplémentaire faite par Donald Trump. On notera que dans ce protocole d'accord, il n'est pas fait question du programme balistique ni des proxys. Ça faisait pourtant partie des objectifs de guerre au départ de Donald Trump. Trump qui a fait des déclarations d'ailleurs assez hallucinantes tout à l'heure à Évian concernant le balistique. Il a dit que, il n'avait pas de problème avec le fait que l'Iran, qu'il ne pouvait pas interdire à l'Iran d'avoir des missiles. Il a également déclaré qu'il fallait être raisonnable et que l'Iran pourra continuer à développer un programme nucléaire civil. Toutes ces précisions importantes depuis Washington. Alors Donald Trump qui assure avoir également remis une copie de cet accord aux responsables israéliens. D'ailleurs, un responsable américain affirme que Binyamin Netanyahou est régulièrement informé des discussions avec l'Iran. On va peut-être couper Washington, mais pour l'heure, le grand public doit se contenter, voilà, c'est coupé avec Antoine Hollard, de miettes, d'indiscrétions médiatiques. Peu de détails donc sont clarifiés, en particulier sur les questions les plus sensibles, ce qui laisse beaucoup de place pour les inquiétudes et pour les critiques. Justement, on va interroger ce soir Yigal Palmor. Bonsoir et merci à vous. Vous êtes ancien porte-parole du ministère israélien des Affaires étrangères et directeur des relations internationales de l'Agence juive. Un petit commentaire d'abord. Pourquoi, d'après vous, un tel empressement de la part du président américain pour avancer la signature dès demain de cet accord qui, comme on vient de le voir, ressemble, est-ce que vous dites d'ailleurs que c'est ça, un jackpot pour l'Iran là? Oui, c'est tout à fait le jackpot pour l'Iran. L'Iran qui obtient tous les objectifs déclarés, voire plus, avec des bonus qu'il n'avait peut-être pas rêvé obtenir. Comment expliquer l'empressement de Donald Trump? Simplement, c'est un homme impatient, c'est un homme imprévisible. Il a vu les cours de la bourse américaine et comme je crois, ce n'est un secret pour personne, hein, la seule chose qui lui importe, c'est l'économie américaine, les cours de bourse, les cours de certaines compagnies et la possibilité de
faire des affaires, eh bien, je crois que ce sont ces considérations-là qui l'ont poussé à accepter les conditions de l'Iran. Impatience contre, je dirais, un art de la négociation développé par les Iraniens au cours de 3000 ans d'empire. Je crois que c'est cela, on assiste à cela. Ouais, c'est ça, effectivement, l'art, la culture de la négociation. D'ailleurs, il a peut-être trouvé plus fort que lui dans ce domaine, Donald Trump. Donald Trump qui dit que l'Iran doit pouvoir posséder des missiles balistiques comme tout le monde. Encore une affirmation étonnante. Est-ce qu'Israël, c'est le grand perdant clairement ce soir? D'autant qu'il y a le Liban aussi. Grand perdant. Oui, je dois dire que j'ai moi-même prévu que Donald Trump n'irait pas dans le sens de la diplomatie et des exigences israéliennes, mais là, ça dépasse toutes les prévisions les plus pessimistes. J'étais abasourdi, je ne suis pas le seul d'ailleurs, par ces déclarations sur les missiles balistiques. On se demande quand même s'il y a d'autres concessions encore plus graves. On verra le document définitif, mais on peut craindre le pire. S'il pense que la détention de missiles balistiques par l'Iran est tout à fait raisonnable, tout à fait compréhensible, que leur style davantage. Peut-être a-t-il fait des concessions qui vont très loin dans le nucléaire. Israël n'a rien gagné dans cette opération. Au contraire, toutes les exigences israéliennes ont été dépassées, ont été remise au placard, il faut bien le dire, et je crois que le résultat définitif va bien au-delà des prévisions les plus pessimistes des experts israéliens et des dirigeants israéliens. Ouais, tout ça pour ça, un grand pas en arrière, effectivement, c'est le sentiment qui prédomine ce soir. Merci beaucoup, Yigal Palmor, d'avoir été avec nous ce soir dans l'édition du soir. Et un gros plan également, l'état des lieux, c'est important, du rapport de force autour de l'Iran, au sortir de quasiment 4 mois de bras de fer. Qui sort renforcé, voire vainqueur de cette confrontation? Bonsoir Déborah Benayoun. Vous passez en vue les 3 principaux protagonistes, c'est-à-dire Iran, USA et bien sûr Israël. Oui, à première vue, quand on lit les analyses des experts, on a un peu l'impression que c'est l'Iran qui a clairement tiré son épingle du jeu dans ces différentes négociations, notamment parce que Téhéran semble avoir obtenu tout ce qu'il voulait. Désormais, l'Iran peut à nouveau exporter son pétrole, et puis le sujet du nucléaire qui n'est pas vraiment à l'ordre du jour pour le moment. Mais quand on regarde clairement le rapport de force, on se rend compte que c'est un tout petit peu plus complexe que ça. On va analyser plusieurs sujets et on va regarder comment les 3 pays s'en sont sortis à la suite de ces différentes négociations. D'ailleurs, d'abord sur le plan militaire, les États-Unis d'une supériorité militaire mais sans contrôle durable du territoire iranien. En Iran, Téhéran a encaissé des frappes lourdes, mais a obtenu une sortie de conflit qui évite l'effondrement total et qui lui permet de revendiquer une survie stratégique. Et puis, elle conserve tout de même des capacités de nuisance. Et quant à Israël, on sait que Jérusalem peut frapper fort, mais dépend toujours du parapluie américain pour l'escalade majeure. Et en plus, bien que Jérusalem ait poussé à l'escalade initiale, il n'obtient pas de véritable effondrement du dispositif iranien ni de transformation durable. Ça, c'est pour le premier point. Si on regarde maintenant en ce qui concerne la politique interne, là, les États-Unis, clairement peuvent présenter un accord comme une victoire de fermeté et de paix sous contrainte. C'est en tout cas ce qu'a tenté de faire Donald Trump. En Iran, le régime se présente comme capable de résister à Washington et de l'avoir forcé à négocier. Quant à Israël, là, Jérusalem peut revendiquer la pression maximale sur l'Iran, mais rester en alerte sur le Hezbollah et l'après-accord. Ouais. Et puis un autre aspect étudié évidemment, Déborah, c'est le bilan diplomatique cette fois-ci. Oui, sur le plan diplomatique, les Américains obtiennent une séquence de négociations imposée par la force, avec le projet de mémorandum et le calendrier de 60 jours. Mais les États-Unis ont quand même considérablement assoupli les sanctions, sans véritable levier de pression en cas de levée du blocus naval, notamment. Du côté de Téhéran, on gagne du temps, notamment grâce à l'ouverture d'un processus qui reporte plusieurs dossiers sensibles. On l'a vu en ce qui concerne le nucléaire en particulier. Et puis, l'Iran obtient aussi un allègement conséquent des sanctions. Du côté d'Israël, par contre, on semble plutôt rester à l'écart, voire on lui impose l'obligation de cesser le feu sur le front libanais, mais tout de même, sa capacité de nuisance continue de peser sur le contenu final. En résumé, les États-Unis gardent l'avantage militaire, l'Iran sauve l'essentiel politiquement en obtenant la négociation, et Israël n'a pas fermé le dossier stratégique iranien, malgré la pression maximale. Eh bien, c'est le constat. Merci beaucoup, Déborah Benayoun. Et en lien direct avec tout cela, évidemment, le dossier libanais cette fois-ci. Sur le front nord, la trêve se fait
fait attendre. 5 soldats de Tsahal ont encore été blessés aujourd'hui, dont un grièvement lors d'attaques de drones explosifs dans le sud du Liban. Bonsoir Loïc Técher-Chocrone. Loïc, lourd bilan et qui témoigne de la violence du bras de fer toujours. Oui David, l'incident s'est déroulé vers 6 heures ce matin. Un drone piloté par le Hezbollah explose aux côtés d'un char israélien. Bilan 4 soldats blessés. Quelques minutes plus tard, c'est un second drone du Hezbollah qui touche le véhicule utilisé pour évacuer les soldats blessés. Le bilan est revu à la hausse. Un soldat grièvement blessé, 2 autres légèrement blessés. Les 2 derniers se trouvent dans un état stable. Suite à l'attaque, c'est l'armée israélienne qui a procédé à des bombardements sur des infrastructures du Hezbollah dans la région. D'autres frappes israéliennes, des frappes d'artillerie, des frappes de drones ont été signalées également tout au long de la journée. Plusieurs blessés également d'après des médias libanais. Ces derniers affirment également que l'armée israélienne aurait repositionné nombre de ses forces aujourd'hui au sud Liban. Et il y a peu, il y a environ plus d'une heure désormais, Tsahal a affirmé avoir intercepté 2 nouvelles roquettes tirées par le Hezbollah. D'autres sont tombés près des forces israéliennes, sont toutefois faire 2 blessés, David. D'ailleurs, dans ce contexte, Loïc, Donald Trump clarifie ses propos assez ambigus également sur le Hezbollah et la Syrie. Oui, Donald Trump qui affirme ce soir que la Syrie serait ravie de combattre le Hezbollah selon le président américain. Son dirigeant, il parle d'Ahmed al-Shara, est impressionnant selon lui. Je cite Donald Trump, le Hezbollah est son ennemi, mais il ne détruira pas les bâtiments à chaque fois. Comprenez, c'est une référence aux frappes israéliennes au Liban. Plutôt interrogé sur son souhait à Donald Trump de voir Israël mettre fin à sa campagne militaire contre le Hezbollah au Liban, on a senti un Donald Trump plus nuancé, quoique il a répondu ceci, il veut qu'Israël soit capable de se protéger, mais qu'il fasse preuve plutôt de discernement. Et puis encore plus tôt dans la journée, nouvelle menace iranienne, c'est le commandement des forces armées. L'armée iranienne menace d'une réponse sévère aux frappes israéliennes dans le sud Liban. Et ce soir, c'est Naïm Qassem, le secrétaire général du Hezbollah, qui a pris la parole. Il assure qu'éliminer le Hezbollah reviendrait à détruire une grande partie de la société libanaise. Merci beaucoup Loïc Técher-Chocrone pour toutes ces précisions. Allez, autre chose, l'actualité en Israël assez inquiétante. Vous allez le voir, des soupçons de malveillance, voire de terrorisme alimentaire. Stupeur, on a retrouvé une substance cachée dans des aliments pour bébés. Bonsoir Chani Guidalia, vous allez tout nous expliquer. Chani, 4 enfants hospitalisés tout de même à Jérusalem et les analyses ont confirmé la présence de 2 sédatifs introduits dans des pots de purée de fruits donc pour bébés. La piste nationaliste est à l'étude parmi d'autres. Oui, depuis plusieurs jours, il y a plusieurs enfants et des nourrissons qui ont été hospitalisés après avoir souffert de vertiges et de syncope. Et lors des analyses, il y avait des traces dans leur sang de sédatifs puissants, ce qui a conduit à l'ouverture d'une enquête. Le point commun entre ces enfants, c'est que tous avaient consommé avant l'apparition des symptômes des purées de fruits de la marque Prino, qui est le ministère de la Santé a annoncé aujourd'hui que des tests en laboratoire ont révélé la présence dans ces produits de 2 médicaments qui sont utilisés spécifiquement comme sédatifs. Il s'agit du clonazepam et du lorazepam. C'est des médicaments qui de base traitent des crises d'angoisse, des crises d'épilepsie, voire même les troubles du sommeil. Pour l'instant, toutes les pistes sont envisagées. L'hypothèse la plus probable, c'est que les substances aient été intentionnellement placées dans les pots, directement dans les magasins, et il est possible que quelqu'un ait délibérément ouvert les produits pour bébés, y ait introduit les anesthésiants, les ait refermés et les ait remis en entrepôt ou en rayon. On précise, malgré les annonces qui ont été faites dans plusieurs médias, que le Shin Bet ne participe pas à l'enquête, malgré le fait qu'il y avait des soupçons que ce soit qu'il y ait une piste criminelle ou nationaliste. Mais pour l'instant, le Shin Bet n'est pas impliqué dans cette enquête. En attendant, le ministère a immédiatement ordonné la fermeture de 2 points de vente où les produits, les purées pour bébés ont été achetés. Il s'agit des succursales de la chaîne Zol Begad
Gadol. Les 2 succursales ont été fermées et les 2 se trouvent à Jérusalem. Merci beaucoup. Et donc, méfiance, Guidalia. Allez, on revient sur la visite officielle du président de la République du Somaliland, un État récemment reconnu officiellement par Israël, État au positionnement hautement stratégique dans la Corne de l'Afrique. Il a été reçu avec les honneurs à Jérusalem et au passage, Abdirahman Hiro Mohamed Abdoulaye a accepté de répondre aux questions d'I24 News. On écoute cet entretien exclusif avec Nicole Tzedek de la chaîne anglophone d'I24 News. Monsieur le Président Abdirahman Mohamed Abdoulaye, président de la République du Somaliland, c'est un honneur d'être avec vous aujourd'hui. Merci beaucoup d'avoir pris le temps de me recevoir. Merci beaucoup. Monsieur le Président, votre visite est déjà historique, non seulement ici en Israël, mais aussi avec l'ouverture de la toute première ambassade du Somaliland à Jérusalem. Que représente ce moment pour le Somaliland après plus de 3 décennies d'attente pour cette reconnaissance officielle? Eh bien, ma visite est la toute première visite d'État d'un président du Somaliland dans un quelconque pays au monde. Rien que cela constitue un événement historique. L'ouverture de la première ambassade du Somaliland à Jérusalem est également un moment historique pour mon peuple et pour moi-même. Cela consolide et souligne le développement des relations entre Israël et le Somaliland. Je sais qu'il s'agit de votre première visite officielle, mais il y avait eu auparavant une visite discrète en Israël auprès du ministère des Affaires étrangères. En quoi cette visite a-t-elle préparé le terrain pour ce qui se passe aujourd'hui? Je pense qu'elle a constitué les fondations de ce qui se produit aujourd'hui. C'est une pratique normale. Des visites discrètes ont lieu dans tous les pays du monde. Pourquoi Israël a-t-il été le premier pays à reconnaître le Somaliland? Qu'est-ce qu'Israël voit que les autres pays ne voient pas encore? Ce n'est pas si surprenant. Israël a été le premier pays déjà à reconnaître le Somaliland le 26 juin 1960. Puis, une nouvelle fois, il a été le premier pays à le reconnaître le 26 décembre 2025. Je pense donc que la politique du gouvernement israélien repose sur la réalité. Après Israël, qui sera le prochain? Avez-vous reçu des assurances d'autres pays quant à une future reconnaissance du Somaliland? Nous avons plusieurs pays sur notre liste, mais pour de nombreuses raisons, nous ne souhaitons pas révéler leur nom pour l'instant. Dans quel délai cela pourra-t-il se produire? Cela pourrait arriver bientôt. Disposez-vous de canaux de communication ouverts avec le président Trump et les États-Unis concernant une éventuelle reconnaissance? Par les voies diplomatiques, oui, nous avons des canaux ouverts. Et les autres pays de la région, comme l'Éthiopie, les Émirats arabes unis ou le Kenya, sont-ils actuellement des priorités pour le Somaliland? Oui, tout à fait. Et nous entretenons également des canaux de communication ouverts avec eux. Pour les territoires qui cherchent à obtenir une reconnaissance internationale, l'histoire montre généralement que l'Union africaine ouvre la voie. Le Somaliland poursuit-il des démarches auprès de l'Union africaine pour obtenir cette reconnaissance officielle? Je voudrais corriger un point. Nous ne sommes pas une région sécessionniste. Nous sommes devenus un État souverain le 26 juin 1960. Mogadiscio est devenue indépendante 5 jours plus tard. Nous sommes donc plus anciens que Mogadiscio, plus anciens que la Somalie, plus anciens que le Kenya, plus anciens que l'Ouganda, plus anciens que l'Érythrée et même plus anciens que près de la moitié des États africains. Le Somaliland possède donc une histoire très riche. Pour un pays à majorité musulmane, ouvrir sa première ambassade à Jérusalem est une décision particulièrement symbolique. Pourquoi avoir fait ce choix? Craignez-vous des réactions négatives de certains pays arabes? Nous ne craignons absolument aucune réaction négative. C'est une décision que nous avons prise et nous nous y tiendrons définitivement. Pourquoi ce choix? Parce qu'Israël a été le premier pays à nous reconnaître. Et en règle générale, les ambassades sont établies dans la capitale des pays qui se reconnaissent mutuellement. L'autorité palestinienne et la Somalie ont toutes deux critiqué votre visite en Israël. Quelle est votre réponse à ces critiques?
Le 17 mai 2025, j'ai adressé une lettre à la Somalie ainsi qu'à 192 autres pays. Israël est le seul pays qui ait répondu à ma demande. Je leur ai donné l'occasion de reconnaître le Somaliland. Les autres n'ont pas choisi, n'ont pas saisi cette opportunité. Au-delà de la reconnaissance diplomatique, qu'apporte concrètement Israël au Somaliland? Parlons de résultats tangibles. Technologie, agriculture, eau, sécurité. Que gagne le Somaliland? Je pense que le Somaliland retirera énormément de cette relation dans les domaines de l'agriculture, de l'eau, de la santé. D'ailleurs, cette semaine, 8 enfants souffrant de malformations cardiaques seront soignés en Israël. Wow, incredible. Concernant la sécurité, y aura-t-il une base militaire israélienne au Somaliland? Pas pour le moment. Mais à l'avenir? Je ne peux pas l'exclure. Considérez-vous le Somaliland comme un partenaire dans la lutte contre les Houthis en mer Rouge et contre l'influence iranienne dans la région? Quels moyens le Somaliland possède-t-il pour contribuer à la sécurité des voies maritimes? Le Somaliland n'envahit personne et n'est l'ennemi de personne. En revanche, il a le droit de se défendre avec les moyens dont il dispose. Et pour défendre cette voie maritime internationale? Nous disposons de gardes-côtes et nous cherchons à obtenir le soutien de nos partenaires afin de renforcer leurs capacités. Est-ce un argument que vous mettez en avant auprès des pays susceptibles de reconnaître officiellement le Somaliland? Et pour les citoyens du Somaliland, qu'apporte concrètement l'ouverture d'une ambassade à Jérusalem? Tout d'abord, ils obtiennent enfin la reconnaissance que nous attendions depuis plus de 35 ans. Ensuite, nous développons un partenariat dans les domaines de l'agriculture, de l'eau, de la sécurité. Y aura-t-il des vols directs entre Israël et Hargeisa? Oui, bien sûr, sans réserve et sans restriction. À quelle échéance? Très bientôt. Nous entendons que certains Israéliens rencontrent actuellement des difficultés pour se rendre au Somaliland en raison des visas et des restrictions liées à la Somalie. Quelle est l'ampleur de ce problème et comment comptez-vous le résoudre? Je reconnais qu'il existe actuellement un problème concernant les visas pour les étrangers souhaitant se rendre au Somaliland en raison des exigences imposées par la Somalie. Mais nous sommes en train de trouver une solution. Que signifiera cette évolution pour les Israéliens et les Somalilandais souhaitant voyager entre les deux pays? Avec l'aide de nos partenaires et des organisations internationales chargées de l'aviation civile, j'espère que nous trouverons rapidement une solution. Parlons du port de Berbera. Quel rôle joue-t-il dans l'ambition du Somaliland de devenir un grand centre régional du commerce et de la logistique? Berbera est depuis longtemps une plateforme logistique majeure. C'est un port très réputé, situé dans une position hautement stratégique. Il constitue une porte d'entrée vers l'Éthiopie ainsi que vers de nombreux pays africains enclavés. Son importance n'a fait que croître avec l'évolution des routes commerciales. De nombreux pays considèrent aujourd'hui Berbera comme un site stratégique et développent leurs échanges avec nous. J'espère que cette dynamique continuera de s'amplifier. Avec quel pays souhaitez-vous renforcer ces partenariats? Les États-Unis, les Émirats arabes unis, Israël, ainsi que beaucoup d'autres pays. Disposez-vous déjà d'un calendrier concernant le renforcement de ces partenariats? Certains ont déjà commencé et se développent, d'autres suivront. Monsieur le Président, regardons vers l'avenir. Dans un an, qu'est-ce qui vous permettra de dire que la relation entre Israël et le Somaliland est un succès? J'espère que d'ici un an, nos relations se seront encore renforcées. La coopération progressera dans les domaines de l'agriculture, de l'eau, des ressources minières, de l'élevage, des ressources marines, des routes commerciales et de l'industrie.
J'espère sincèrement que nous constaterons une différence concrète dans un an. Quel est votre message aux pays qui refusent encore de reconnaître le Somaliland? Mon message est simple. Rejoignez-nous avant qu'il ne soit trop tard. Que voulez-vous dire par trop tard? Je veux dire qu'ils risquent de perdre les opportunités qui existent aujourd'hui. Ceux qui viendront les premiers bénéficieront des meilleures opportunités et des meilleures perspectives de coopération. Monsieur le Président, merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Thank you. Yes. Et voilà donc Abdirahman Hiro Mohamed Abdullahi, président du Somaliland, au micro de Nicole Sedek de la chaîne anglophone i24 News. C'est la fin de cette édition. Merci à vous de rester avec nous et rendez-vous bien sûr sur notre site internet pour plus d'informations concernant ce qui se passe en ce moment entre l'Iran et les États-Unis. Très bonne soirée à tous sur i24 News.